tenir. Et donc, ça fait longtemps qu'on s'est vu. Ouh là là. Et donc, on a parlé de quoi alors la dernière fois? Bah, ça fait pas longtemps, ça fait une semaine. Ah bon? Bah non. Non, ah non, non, non. Ah oui. Ah oui, oui, c'est vrai. Ah bon. Sinon, c'est que vous m'avez beaucoup manqué, alors. De quoi est-ce qu'on a parlé? On a parlé un peu de la méditation, là, c'était pas la compassion. On avait parlé de la compassion, tout ça, que c'était si important, que ça Sainteté mentionne la compassion et tout. Et donc, c'était vers la page, la fin du chapitre. Quel chapitre? Le 130. Oui. chapitre 8. Mm. Ouais. Et ensuite, on est entré dans le chapitre 9, la nature des phénomènes. Oui, on avait dit qu'il est très important de réaliser la nature des phénomènes. Et les phénomènes, c'est quoi? Les phénomènes, les existants. Les existants. Mais la personne, c'est pas un existant. C'est les existants autres que la personne. Ok. Très bien. Ça veut dire c'est les... En effet, les phénomènes. Ok, très bien. Et dans le cas de la personne, on dira que les phénomènes sont les agrégats, ouais. Voilà. Parce que les agrégats ne sont pas la personne, ouais, pour les Prasangika. Ah non. Ok, très bien. Et donc, on avait dit qu'il fallait méditer. En effet, ce que dit Shantideva, il faut d'abord comprendre les deux vérités et comprendre l'importance de la vacuité, que même les arhats doivent réaliser la vacuité, non seulement de la personne, mais aussi des phénomènes. Et donc, c'est pourquoi il fait cette distinction. Il y a la vacuité de la personne, mais ne pas se satisfaire de ça. Et il faut aller plus loin et aussi comprendre la vacuité, voire même réaliser un jour la vacuité des agrégats, puisque les agrégats sont la base d'imputation de la personne. Oui. Mais après, on peut aussi, pourquoi pas, réaliser aussi la vacuité des phénomènes qui ne sont pas les agrégats. Par exemple, une table, etc. Bon, ça a moins d'importance, mais c'est surtout peut-être les objets d'attachement. Ouais, quand on est attaché par rapport au chocolat, ou attaché par rapport au biscuit, ou attaché à je ne sais quoi, à son pays, à une ethnie, une religion, des objets sensoriels, une personne, etc. On peut méditer sur la vacuité de tout ça. Comme ça réduit en fait l'attachement. Ouais. Et il n'empêche qu'on peut continuer d'aimer les gens, etc., mais sans attachement. Ouais, on peut faire la distinction entre les deux. Et donc c'est pourquoi on peut aussi bien sûr méditer sur les phénomènes qui ne sont pas les agrégats. Ouais, ok, bah c'est super. Et là, bien sûr, parmi les agrégats, il y a quoi comme les agrégats, c'est quoi d'ailleurs? Parce que je pensais que les agrégats résumaient tous les phénomènes. Pas que les agrégats de la personne, mais les agrégats, je Ouais. pensais que ça résumait tous les phénomènes. Alors dans le Bodhicitta Vivarana, Ariana Nagarjuna dit en bref, les agrégats constituent les impermanents. Ouais, parce que dans tous les agrégats sont impermanents, vous êtes d'accord? Les formes sont toutes impermanentes. Ouais. Discrimination, etc. Oui. Les sensations sont toutes impermanentes. Ouais, discrimination. Les identifications sont toutes impermanentes, les facteurs composés sont tous impermanents et les consciences sont toutes impermanentes. Oui. Donc ça veut dire que les agrégats, après quand on parle des agrégats qui ne sont pas nécessairement la base d'imputation de la personne, si on parle des impermanents en général, il y a en effet des agrégats qui ne sont pas inclus dans mon continuum. Par exemple, cette table, cet ordinateur, etc., sont des impermanents. Et donc on peut les considérer comme étant des formes sources, pourquoi pas. Oui. Ouais. Oui. Des formes sources, donc des couleurs, des contours, etc., etc. On peut dire que ce sont des formes qui font partie des agrégats, mais dans ce cas-là, on ne dira pas que ces agrégats sont inclus dans la base d'imputation de la personne. Ça, oui. Ouais. Ouais. Donc, en effet, les agrégats, c'est tous les impermanents. Si on parle des agrégats en général, et au sein des agrégats en général, il y a les agrégats qui sont les bases d'imputation des personnes, Voilà. ouais, ou qui sont inclus dans le continuum des personnes. Mm. Très bien. Ok. Et bien sûr que dans les existants, il y a aussi les phénomènes permanents. Il n'y a pas Ouais. que les impermanents, ouais, ça vous le savez déjà. Ok, bah c'est super. Et donc, en effet, quand on veut méditer sur la vacuité de la personne, donc d'abord, on reste sur cette méditation semblable à l'espace. D'ailleurs, si ça vous intéresse, je ne sais pas si vous êtes en courant en ce moment, il y a le Mahamudra enseigné par Vénérable Obina. Et justement, le texte qu'elle commente, c'est là-dessus. C'est méditer. Donc, on essaie de méditer sur la conscience claire, la clarté cognitive de la conscience, et de méditer sur le non-soi personnel, bien sûr. Et de ne pas s'arrêter à ça. Ensuite, on va continuer sur la vacuité
des agrégats et bien sûr de la conscience en particulier, c'est ce que dit sa sainteté. Et là, on peut parler du Mahamudra, ouais, quand on parle de la vacuité de la conscience. Ouais. Et Mhm. donc, ici, Shantideva, dans le 9e chapitre, il en parle, mais de manière totalement implicite. Parce que il nous fait méditer sur, là, c'est ce qu'on va entrer dans ce chapitre 9 là, on va entrer sur les 4 placements de l'attention. Ouais, les 4 placements de l'attention, on en avait déjà parlé. On place notre attention d'abord sur le corps, ensuite sur les sensations, ensuite sur l'esprit, ensuite sur les phénomènes, ouais. Et donc, on peut méditer sur les aspects spécifiques et généraux de ces différents objets. Par exemple, les aspects spécifiques, ça peut être leur définition. On va dire, bah, le corps, c'est de la matière. Ouais, le corps, c'est une forme grossière. Et en plus, bien sûr, quand on veut développer le renoncement, etc., pour les personnes ordonnées, on médite sur l'aspect extrêmement dégueu du corps. Ouais, D'accord. extrêmement repoussant. Donc là, je parle à des laïcs, donc désolé. Mais voilà, tous ces grands maîtres comme ça, Saint Dalai Lama, qui méditent sur l'aspect totalement repoussant du corps. Et donc c'est pour ça quand vous voyez des vidéos qui sont postées par le gouvernement chinois Ah, en ce moment, vous vous dites, mais c'est complètement débile. Puisque sa sainteté est un moine extrêmement pur, il médite sur l'aspect extrêmement dégueu du corps. Et donc comment est-ce qu'il pourrait, mais le gouvernement chinois a autorisé ces images de sa sainteté en Chine. Alors que d'habitude, d'habitude, c'est totalement proscrit. Jamais on ne montre sa sainteté en Chine, on est passible de prison si on fait ça. Mais là, bizarrement, ça passe en Chine. Ils voulaient euh, que les Tibétains se posent des questions. Oh là là, sa sainteté qui fait une blague à un jeune, etc. Mais en fait, tous les Tibétains étaient super contents d'avoir sa sainteté faire une blague à un gamin. Parce que les Tibétains, bien sûr, ils connaissent leur culture, donc ils savent que c'est qu'une blague. Ok, donc ça, c'était une petite digression. Donc les moines très purs, comme sa sainteté, qui méditent sur l'aspect complètement repoussant du corps, et donc comment est-ce qu'il pourrait avoir de l'attachement pour un corps humain, quel qu'il soit. Et donc ça fait partie justement de cette méditation que propose Shantideva, parce que Shantideva était un moine aussi, elle parlait à des moines à l'université monastique de Nalanda à l'époque en Inde. Et donc bien sûr que c'est totalement compris quand on médite sur cet aspect, on fait comment ça s'appelle? Une dissection mentale du corps, ouais. On médite d'abord sur le front, on essaie de se concentrer sur le front, et ensuite on essaie de visualiser ce qu'il y a derrière la peau, etc., etc., etc. Ouais, donc si vous regardez le journal de la santé, bah, c'est pareil. Je sais pas si ça existe encore. Si ça existe encore sur Arte, ça, je sais pas. Ah, le journal de la santé? Ouais. Ouais, j'aimais bien regarder ça avant. Et des fois, on voyait carrément des opérations. Il y avait les présentateurs qui disaient attention, ça peut être des images un peu, bah oui, c'est où on voit carrément un visage soulevé et tout. Et qu'est-ce qu'on voit en dessous? Bah, c'est horrible. Ok, très bien. Il y avait Naogi Damdul qui dit en fait, c'est très drôle. Il dit en fait, il faut visualiser carrément des squelettes. Et les squelettes, ils sourient en fait. Si vous regardez un squelette, il sourit. C'est très drôle. Ok, très bien. Et donc, c'est ce type de méditation pour essayer de comprendre les aspects spécifiques du corps et ensuite les aspects généraux. Parce que les aspects généraux du corps et des autres agrégats, c'est d'être impermanent, bien sûr, comme on l'a dit, et aussi vide d'existence inhérente. ouais. Ouais, c'est totalement vide d'existence inhérente. Donc, ensuite, on le fait sur les sensations. Les sensations, c'est quoi? Bah, c'est ce qui permet d'expérimenter le plaisir, le déplaisir, la neutralité, etc. Et donc, on médite sur ces aspects spécifiques. Et ensuite, sur les aspects généraux, nos sensations sont impermanentes et elles sont vides d'existence inhérente. Ensuite, on passe à l'esprit. L'esprit, c'est quoi? Sa nature spécifique, c'est d'être clair et cognitive. Donc, on médite là-dessus. Et ensuite, sur les aspects généraux, c'est impermanent et c'est totalement vide d'existence inhérente. Et la vacuité d'existence inhérente de l'esprit, et en particulier de la conscience mentale, c'est ça le Mahamudra. Mhm. C'est exactement ça. C'est pour ça que dans les retraites qui sont faites par exemple, moi j'avais donné des retraites au Sankara Chakra sur Shamatha, etc. Et on faisait aussi ces placements de l'esprit, etc. Et au Et bout d'un moment, forcément, on méditait sur l'esprit et la vacuité de l'esprit, même sans parler du mot Mahamudra, ça tombe sous le sens, en fait, tout simplement. Ok. Ok, bien sûr, il ne s'agit pas du Mahamudra des tantras, hein. On n'est pas en train de se la raconter, se dire un bébé moine est en train de parler du Mahamudra des tantras à des gens. C'est sûr, c'est pas de ça qu'il s'agit.
Ouais, on parle du Mahamudra des sutras, ouais, qui est beaucoup plus accessible. Ok. Et ensuite, sur les phénomènes en généraux, donc les phénomènes impermanents, on peut parler des phénomènes sensoriels, etc., sur leurs aspects spécifiques. Par exemple, les formes visuelles, c'est du contour, c'est de la couleur, etc., etc. Et ensuite, sur les aspects généraux, ils sont impermanents et ils sont vides d'existence inhérente. Donc, c'est comme ça qu'on fait, en fait, surtout dans le Mahayana, du point de vue de Shantideva. Parce que dans la tradition de Theravada, il n'y aura pas nécessairement cette notion de vacuité. Il y aura peut-être le non-soi, ouais, il y aura l'impermanence, le non-soi et la souffrance. Mais l'impermanence, la souffrance et le non-soi. Mais il n'y aura pas nécessairement la vacuité dans le Theravada, même si c'est pas nécessairement sûr d'ailleurs, hein. Ouais. Mais en tout cas, dans le Mahayana, c'est sûr. Dans le Mahayana, et surtout du point de vue de Shantideva, dans cette partie du chapitre. Ouais, donc ce sont les quatre placements de l'attention, justement pour essayer de méditer ces quatre placements de l'attention en fonction des quatre nobles vérités. Ouais, ça c'est très important. Ouais. Donc on médite sur le placement du corps en dépendance de quoi? En dépendance de quoi? Parmi les quatre nobles vérités. La vérité de la souffrance. Oui, exactement, tout à fait. Ouais, c'est très important. Très important parce que souvent, euh, bon, je vais continuer sur ce raisonnement. Ouais. Ok. Donc, on nous médite sur le corps en fonction des vraies souffrances. Ouais. On se dit le corps est une vraie souffrance. Ouais. Ok. Mm. Et ensuite, on va se dire, ok, les sensations. Les sensations sont associées aux vraies origines. Pourquoi? Parce que c'est les karmas, les kleshas, là. Oui, C'est en lien avec le karma et les kleshas, les sensations. oui, exactement. Tout à fait. Donc, on dira qu'en effet, si on a des sensations négatives, des sensations désagréables, euh, la plupart de ces sensations désagréables, on pourrait dire peut-être toutes, je sais pas, toutes, je sais pas. Mais en tout cas, une immense majorité des sensations désagréables sont le produit du karma négatif. Mm. Ouais, ok. Et donc, qu'est-ce que ça engendre quand on a une sensation désagréable? Qu'est-ce que ça engendre comme réaction émotionnelle? L'aversion, L'aversion, ouais, qui est aussi une vraie origine, ouais, l'aversion, une l'affliction. affliction. Les afflictions, comme les cléchats, font partie des vraies origines. Ok. Et quand on a des sensations plaisantes qui sont contaminées, ça engendre de l'attachement. Ouais, quand on a des sensations neutres, ça entretient une forme de confusion. Donc en effet, les sensations sont associées aux afflictions. Ouais, ça vous parle? Oui, Très bien, oui. Je suis pas sûr que les vraies souffrances, enfin, les sensations désagréables sont des causes en fait de karma à partir du moment, parce qu'une sensation désagréable ou négative, ça, on ne peut pas l'éviter parce que on est dans le samsara. Après, c'est ce qu'on en fait. Si on n'en fait rien, Oui. le fait d'avoir quelque chose de négatif, ça, on ne peut pas s'en empêcher parce que voilà, c'est comme ça. Après, c'est ce qu'on en fait si on n'en fait rien. en Oui. général, on a quand même envie de le fuir ou d'être en colère ou d'être pas bien. Enfin, on reste pas neutre quand on a une sensation désagréable, sauf si on est un grand yogi, mais Bah, tu peux avoir une sensation désagréable et si tu n'en fais rien, qu'est-ce que tu appelles ne rien en faire? bah, je sais pas, si quelqu'un te dit, je sais pas, on va te faire voir, bah, il te dit, tu dis dans ta tête, bah, il m'a dit va te faire voir, mais ça me fait rien. Bah, c'est pas une sensation désagréable alors. C'est pas de sensation. Bah, au début, je pense que pour pouvoir réagir et dire que ça ne me fait rien, il faut l'entendre. Je suis pas sûr, en fait, je sais pas, le fait d'entendre quelque chose, c'est comme quand on voit quelque chose, un objet, on peut pas dire qu'on ne le voit pas. Après, c'est ce qu'on en fait. Parce que tout est finalement, il y a une sorte comment on appelle ça? On appelle ça c'est une séquence finalement. On peut pas arrêter une séquence. Une séquence, elle existe, tu as la cause et puis l'effet. Quand on parle des perceptions directes, tu as l'objet, tu as la perception de l'objet, la conscience, c'est ce que tu en fais, mais ça, tu peux pas l'arrêter parce que c'est le samsara. Donc, du coup, ça, comme tu peux pas l'arrêter, ben, tu es obligé d'avoir cette séquence-là. Et après, c'est ce que tu en fais. Mm. Enfin, je sais pas, je. Moi, je pensais pas à ça.
Je pensais par exemple avec l'émotion, enfin le sentiment de la tristesse. Mais je rejoins un petit peu Stache, c'est-à-dire que, par exemple, bon, il s'est passé un tas d'événements, et puis voilà, l'évidence c'est qu'on ne revient pas en arrière et que c'est comme ça. Et on peut avoir cette émotion de tristesse, de peine, mais même si c'est douloureux, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Je pense qu'elle est nécessaire pour passer à autre chose, quelque part pour nettoyer un peu tout ce qu'il y a eu. Et sans la tristesse, on ne peut pas ouvrir une nouvelle page, quoi. Je penserais plus à ça. Oui. Donc là, en effet, on pourrait dire que, ok, donc il y a des sensations physiques, il y a des sensations mentales, etc. On peut s'abstenir d'avoir des sensations mentales négatives, donc de réagir mal, en fait. On peut apprendre, c'est notre boulot de personne spirituelle, en fait, d'avoir une vie spirituelle, c'est pour essayer de faire en sorte de ne pas surajouter de la souffrance quand on a un problème, quand on a un problème physique. On peut essayer d'apprendre à gérer ça et donc avoir une attitude, même pourquoi pas joyeuse, pourquoi pas, dans certains cas. Ouais. Euh, donc c'est ce qu'avait. Enfin, moi, j'avais entendu dire ça. Je sais pas si. Enfin, moi, je l'ai pas vu ni lu ni. Mais j'avais entendu dire à l'époque quand Lama Sopa Rinpoché avait fait son AVC qu'il était très content, très heureux parce que enfin ses prières pour prendre la souffrance de tous les êtres étaient exaucées. Et donc, il était extrêmement joyeux. Donc, on peut voir en effet qu'on peut avoir une sensation désagréable physique, mais ne pas avoir nécessairement de sensation désagréable mentale. Donc, peut-être que le physique, oui, on ne peut pas y échapper tant qu'on aura des agrégats contaminés. En effet. Après, quand Pourquoi on aura... Oui, vas-y. Pourquoi il dit que dans cette chose qu'on voudrait voir disparaître, il y a l'essence du nirvana quand même. Qui c'est qui dit ça? Gampopa. Ah, waouh. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Vas-y, tu peux redire? Que dans cette chose qu'on voudrait voir disparaître, il y a l'essence du nirvana. Oui. Oui, oui, exactement. D'où l'importance de méditer sur la vacuité des sensations. Ouais, parce que c'est de ça qu'il s'agit, le nirvana. Le nirvana naturel, ouais. Le nirvana naturel égale la vacuité, ouais. C'est un, en fait, c'est un nirvana, on pourrait dire, c'est une division terminologique du nirvana. C'est comme la différence entre les fleurs et les fleurs artificielles, ouais. Il y a cette division terminologique, parce que les fleurs artificielles ne sont pas vraiment des fleurs. Et là, le nirvana naturel, on l'appelle nirvana, mais c'est pas vraiment un nirvana, ouais. Et en effet, c'est la vacuité. C'est la vacuité, c'est-à-dire que depuis toujours, tous les phénomènes sont pacifiés par rapport à une existence inhérente. Et donc, si on comprend la vacuité des sensations, on se dira, bah, il n'y a rien à quoi s'agripper. Donc, parce que pourquoi est-ce qu'on a de l'aversion, de la colère ou de l'attachement, etc. C'est parce qu'en premier lieu, il y a une saisie. Il y a une saisie d'existence inhérente. La sensation, elle semble exister de manière inhérente, et forcément, si on adhère à ça, on va avoir soit de l'attachement, soit de l'aversion, si elle est plaisante ou déplaisante. Ouais. Ou simplement la confusion qui s'entretient d'elle-même si elle est neutre. Ouais. Donc c'est ça qui est intéressant. Ouais. Et donc, d'où l'importance de méditer sur la vacuité des sensations. Ouais, de se dire qu'elles n'ont pas d'existence inhérente, elles ne sont pas plaisantes en soi, déplaisantes en soi, tout est assez relatif en fait. Ouais. C'est-à-dire une sensation plaisante contaminée, pour le bouddhisme, c'est une souffrance. Oui. C'est un soulagement temporaire d'une souffrance plus grossière. Et donc, ça semble être du plaisir, mais en fait, c'est un soulagement temporaire d'une souffrance plus grossière. Ouais. Et donc, jusqu'à ce qu'on ait à ce moment-là des sensations non contaminées, des sensations plaisantes non contaminées. Dans ce cas-là, c'est vraiment, on pourrait dire, oui, c'est du bonheur. Dans ce cas-là, oui. Mais tant que c'est contaminé, dans ce cas-là, ça donne l'impression d'être du bonheur alors que ça n'est pas. Et donc, si on saisit ça comme étant une source de bonheur alors que c'est que du plaisir, bah, on est à côté de la plaque. Et donc, ça engendre bah, tout ce qu'on peut voir. La planète est complètement bousillée parce que on était persuadé qu'on allait trouver le bonheur dans les supermarchés, etc., et dans les banques. Et donc, voilà, c'est bon, c'est un petit peu une caricature ce que je suis en train de faire, mais en gros, ce sont nos attachements qui nous ont menés par le bout du nez, là, depuis les années 50, où l'ère industrielle a complètement bousillé la planète, presque soudainement, si on regarde par rapport à l'échelle planétaire.
C'est presque en un claquement de doigts, hein, depuis qu'on est arrivé sur Terre. Après, il y a eu un bond en avant avec la technologie et on n'a pas su s'en servir comme il fallait, quoi. Ok, très bien. Ok. Et donc, en effet, les sensations en général sont associées aux vraies origines. Pourquoi? Parce qu'en général, bien sûr, hein, il y a des cas particuliers. En général, on réagit avec des afflictions. Ouais, les sensations plaisantes, on veut les entretenir, on ne veut pas s'en débarrasser, on a la tête dans le guidon et on ne veut surtout pas décrocher notre esprit de cet objet d'attachement. Ouais, parce qu'il y a une sensation plaisante avec l'attachement. Et donc, c'est pourquoi il est vicieux, l'attachement. Parce qu'il y a une sensation plaisante, c'est agréable de manger du chocolat jusqu'à la dernière, au dernier carré. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours agréable. Si c'est la troisième plaquette, j'imagine que c'est pas nécessairement agréable. Mais si c'est la première, ou si c'est... enfin bref, pour tout un tas de choses. Ok, très bien. Et ensuite, par rapport à l'esprit, pourquoi est-ce qu'on médite sur l'esprit? Parce que on essaie de méditer sur la vacuité de l'esprit. Et donc, comme on l'a dit, c'est ça le Mahamudra. Et donc, on peut certifier les vraies cessations. Voilà. Les vraies cessations, l'abandon total et définitif de tout ou partie des afflictions et de leurs graines. Ça se Mm. passe dans la vacuité de l'esprit. Ouais. Quand l'esprit réalise sa propre vacuité. Et à ce moment-là, alors bien sûr qu'il y a des applications énormes, 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 de méditer sur la vacuité de l'esprit, parce qu'après ceux qui pratiquent les tantras supérieurs en particulier, quand ils font les dissolutions et ils récitent ces mantras pour certifier la dignité divine du Dharmakaya, etc., et à partir duquel vient se manifester le Sambhogakaya, le Nirmanakaya, c'est magnifique tout ça, c'est de la poésie. Mais ça doit être fait à partir d'une expérience assez concrète, on pourrait dire, de la vacuité de l'esprit, même si ce n'est pas une expérience directe, parce que pour les Prasangika, quoique pour les Prasangika, on peut dire une expérience directe, elle peut être conceptuelle, donc pourquoi pas? Pourquoi pas? Ok. Là, je suis en train de partir dans les sphères tantriques. Ok. Mais si, d'une manière très soutrique dans les sutras, on pourrait dire que ça a déjà des applications énormes. Se dire que pourquoi est-ce qu'on va pratiquer, pourquoi est-ce qu'on se prend le chou à étudier le Bodhisattva Charyavatara de Shantideva? Parce qu'on veut tous se débarrasser de la souffrance, tous. Et on veut aider, tant qu'à faire, les autres à en faire autant. Ouais, mais est-ce qu'on peut se débarrasser de la souffrance ou pas? Est-ce qu'on peut vraiment le certifier, ça? Oui, on peut s'en débarrasser parce que l'esprit est vide d'existence inhérente. L'esprit n'a pas d'existence inhérente. Et donc, nous ne sommes pas des êtres ordinaires de manière inhérente. Notre esprit n'est pas affligé de manière inhérente. Notre esprit peut reconnaître sa nature ultime, donc bien sûr d'abord sa nature conventionnelle et sa nature ultime ensuite, et éliminer toutes les afflictions grâce à ça. Et donc on se dit, la cessation est possible, les vraies cessations sont possibles, la libération et l'éveil sont possibles, grâce à cette méditation sur la vacuité de l'esprit, ouais. Mhm. Et ça, c'est magnifique. C'est ce que dit sa sainteté. Elle dit ça, c'est la plus belle prise de refuge, c'est en dépendance de cette certification de la vacuité. Ouais, parce qu'on comprend ce qu'est un arya dans ce cas-là, si on comprend ce qu'est la vacuité. Ouais, on comprend ce qu'est un arya. Quelqu'un qui a une réalisation non conceptuelle de la vacuité, c'est un arya. Et donc, c'est un sangha joyau. Ouais. Et donc, forcément, il a dans son esprit le dharma joyau, les vraies sensations et les vraies voies. Et s'il élimine grâce à ça tout ce qu'il faut éliminer, à ce moment-là, il devient un Bouddha joyau. Ouais, donc dans ce cas-là, notre prise de refuge est vraiment irréversible. Elle est vraiment fondée sur la raison. Ça, c'est magnifique. Ça, c'est magnifique. Et ensuite, on passe, bien sûr, on continue à méditer sur les phénomènes autres que ces trois premiers. Mm. Donc leurs caractéristiques spécifiques et leurs caractéristiques générales, les phénomènes impermanents, nés de causes et de conditions, etc. Et leur vacuité, quels que soient ces phénomènes. Ouais, Mm. ouais, ça vous parle? Mhm. Ok. Et là, à ce moment-là, il n'y a plus rien à quoi s'agripper normalement. Et donc, ça offre une meilleure qualité de vie, en fait, hein. Certainement que les personnes qui sont comme ça santé sont beaucoup plus légères, beaucoup plus avec un second degré, beaucoup plus disponibles, beaucoup plus spacieuses, chaleureuses, etc., etc., ouais. Comme un ciel d'été. Ouais, c'est magnifique, ça. Et donc, c'est grâce à ces placements de l'attention, ouais, le satipatthana, ou l'anu... comment ça s'appelle aussi? Euh, euh, Anapanasati, ouais, en pali.
Ok. Et donc, bah, c'est le même principe. De toute façon, c'est tout à fait ce qu'on est en train de dire là, c'est les 4 placements de l'attention. Ouais. Et donc, bien sûr que du point de vue mahayaniste et surtout prasangika, bien sûr, ça va être avec la sagesse de la vacuité et avec une motivation très puissante qui est bodhicitta. Ouais, donc là, c'est vraiment extrêmement complet. Ouais, ça vous parle? Très bien. Ça va la connexion là? Ah, très bien. Ok, ouais. Ok. Et donc, c'est ce que dit Sassante. Donc, on est dans la nature des phénomènes, chapitre 9. Le tout et c'est parti. Shantideva fait ensuite un exposé du non-soi des phénomènes, expliqué d'abord au moyen des 4 attentions méditatives méditatives, ou les 4 placements de l'attention, comme on a dit. L'attention au corps, aux sensations, à l'esprit et aux phénomènes. Selon les stances suivantes, nous fixons d'abord notre attention sur la nature de notre propre corps en contemplant ses caractéristiques générales et particulières. Ouais, c'est ce qu'on avait dit. Mhm. Celles-ci comprennent, par exemple, le processus de vieillissement et les substances impures qui constituent l'existence physique, donc l'existence du corps. Je n'entrerai pas ici dans les détails de cette méditation, ouais, parce qu'elle s'adresse à toute une palette de gens et beaucoup de non-monastiques. Ouais, Mm. donc, il n'a pas envie que les tribunaux soient remplis de gens qui veulent divorcer et prendre les vœux monastiques. Ok. Parce que souvent, il a dit ça, il a dit, si tous les êtres humains de cette génération prenaient les vœux monastiques, et ben dans 2 générations, il n'y a plus d'êtres humains. Ouais. Ok. Sur cette planète, en tout cas. Très bien. Sur un plan global, l'attention au corps, le fait de réfléchir à la nature de notre propre corps est l'approche décrite dans les écritures du Pratimokshayana. Ouais, à l'époque, on disait encore Hinayana, ça veut dire petit véhicule, ça veut dire les petits joueurs, c'est assez péjoratif. Ouais. Très bien, donc véhicule, les écritures du véhicule de libération individuelle, ouais, le Pratimokshayana. Nous pouvons étendre cette contemplation à la nature du corps, des sensations, de l'esprit, des phénomènes se rapportant à tous les êtres qui sont infinis comme l'espace. Nous nous prêtons ainsi à un entraînement de l'esprit selon la voie du Mahayana. Très bien. Quand nous contemplons la vacuité de ces 4 facteurs, corps, sensation, esprit et phénomène, nous appliquons notre attention méditative à la vérité ultime. Ouais, du point de vue de Shantideva, c'est leur vacuité en particulier. Très bien. Ok. Et donc la marche vers l'éveil nous propose une pratique systématique de ces 4 méditations sur la vacuité. Prenons l'exemple du corps humain. Il est composé de nombreuses parties différentes, tête, bras, jambes et ainsi de suite. On peut également le considérer comme un tout, comme un ensemble, une unité complète. En général, quand nous pensons au corps, il apparaît à notre esprit, au moins superficiellement, comme une entité unique que nous pouvons désigner comme réelle et tangible. À partir de cette appréhension, nous pouvons ensuite désigner ses parties et ses caractéristiques différentes. Ouais, c'est ça qui est intéressant. Par exemple, vous allez chez le marchand et vous souhaitez un vélo. Vous voulez acheter un vélo. Et donc, le marchand va vous dire, OK, vous voulez quel type de vélo? Un vélo de femme, un vélo d'homme, un vélo de ville, un vélo de sport, un VTT, etc. Un vélo avec des roues épaisses ou un vélo avec des freins ou avec des... etc., etc. Donc, comme si vous aviez le vélo d'un côté et les caractéristiques de l'autre. Comme si vous aviez le tout d'un côté et les parties de l'autre. Comme si vous pouviez demander, bah, j'ai le vélo, le tout, et je vais changer les parties. Comme des fois, il y a des gens qui ont un avatar sur Facebook. Et donc, ils ont l'avatar et ensuite, ils enlèvent les cheveux ou remettent les cheveux. Il y avait un jeu aussi comme ça, le qui est qui, je crois. Je sais plus comment ça s'appelait. Enfin, bref, où vous pouviez, ou les portraits robots que vous voyez dans Fantomas et tout ça. Quand il y a un portrait robot qui est fait, on enlève les sourcils, on met d'autres sourcils, etc. Comme si le visage était un tout et les parties, les caractéristiques étaient autres, mais d'une une altérité presque inhérente. Non, Mm. ça vous parle? Mm. Eh ben, le vélo, c'est pareil. Le vélo, un vélo de ville, un vélo d'homme, un vélo de femme, un vélo de sport, etc. Comme si vous pouviez avoir le tout d'un côté, les caractéristiques de l'autre. Et le corps, pareil. On dit un corps d'être humain, un corps d'animal, un corps occidental, un corps asiatique, un corps d'homme, un corps de femme, etc., etc. Ouais. Et donc, on est comme si on avait le tout et les parties qui étaient séparées. Et à notre esprit, ça semble être le cas. C'est intéressant.
Ouais. C'est-à-dire que le tout semble exister de manière inhérente et les parties semblent exister de manière inhérente et la distinction semble exister de manière inhérente. Waouh! Et là, on est à côté de la plaque quand c'est comme ça. Mhm. Parce qu'il n'y a pas d'existence inhérente, il n'y a pas de corps inhérent, il n'y a pas de partie inhérente, il n'y a pas de tout inhérent, etc., etc. C'est chouette ça. Ok. Très bien. Et donc, on va justement voir cette méditation par rapport à ça. Ok. En d'autres termes, nous avons l'impression qu'il existe fondamentalement une chose appelée corps et que nous pouvons énumérer ses parties constitutives. Pourtant, si nous cherchons ce corps indépendamment de ces parties, de ces différentes parties, nous constatons qu'il nous est impossible de le trouver. Donc, ça, c'est cette explication de la méditation, ni un ni différent. Ouais. C'est-à-dire qu'on compare le tout à ses parties. Mais pas simplement le tout à ses parties, parce que, ok, ouais. Parce que déjà, chez les Sautrantika, on en a déjà parlé. Les Sautrantika, ouais, ça doit vous parler, ça doit tintinabuler à vos oreilles quand on parle quand on parle de Sautrantika, ouais. Ça, c'est un verbe que j'aime bien. Tintinabuler. Ok, très bien. Et donc, pour les Sautrantika, déjà, le tout et les parties sont déjà contradictoires. Non? Je sais pas. Oui, c'est différent. C'est soit un, soit différent. C'est différent. Vous avez un tout, par exemple, vous avez une table. La table ici qui est devant moi, elle a un plateau, elle a ensuite une, deux, trois, quatre planches. Elle a un plateau et quatre planches qui font le pied, etc. Donc, on va dire, il y a cinq planches. Ok, une table, cinq planches. Est-ce que c'est seulement différent ou c'est même contradictoire? Allô? Oui. Moi, je dirais différent seulement. C'est Contradictoire, que c'est sans différent. base Par commune, non? exemple, C'est pas ça? Contradictoire, c'est pas oui, sans base. exactement. Du coup, là, je sais pas trop des Moi, je bases. vous entends pas bien, la connexion n'est pas là super. Ouais, vas-y, Eustache. Non, je Ça crois que coupe chez moi. contradictoire, c'est Oui, sans base commune. Ouais. Donc, du coup, c'est contradictoire, exactement. puisque rien peut être une table et cinq. Exactement. D'accord. Voilà. Ouais, ça va pas, ouais, ça coupe, là, je vous vois figé. C'est moi qui suis figé ou c'est vous? Ah non, toi, t'es pas figé. Enfin, nous, moi, je te vois pas figé. Ah, bah alors c'est vous qui êtes figé chez moi. Ok. Donc c'est le Wi-Fi. Bon, c'est pas grave, on va se débrouiller comme ça. Vous m'entendez en tout cas? Oui. Ok, très bien, bravo. En effet, contradictoire, différent et sans base commune. Il n'y a aucune base commune entre cinq planches et une table, vous êtes d'accord? Oui. Ok. Ok, donc ça c'est déjà chez les Sautrantika. Et donc les Sautrantika, est-ce qu'ils ont réalisé la vacuité de la table pour autant? Ah ben non. Et non, parce qu'ils ne me parlent même pas de la vacuité, les Sautrantika. La plupart du temps, dans 99,9% des cas, ils ne parlent même pas de la vacuité. Donc ça veut dire que on peut très bien comprendre que le corps et ses parties ne sont ni un ni différents, on pourrait dire. Oui, on pourrait dire qu'ils sont ni un ni différents. Ça, on pourrait très bien le comprendre. Allô? Oui, Ok, on t'entend. ok, ok. Euh, ok. Du point de vue Prasangika, quand on a ce raisonnement ni un ni différent, on est en train de dire qu'en effet, il n'y a aucune base commune entre une table inhérente et sa base d'imputation. Hmm. C'est plus la même chose. C'est plus la recherche du tout et ses parties comme chez les Sautrantika, parce que chez les Sautrantika, il n'y a déjà pas de base commune entre une table et cinq planches. C'est déjà contradictoire. Et ils ne sont pas séparés parce que ils sont une même entité chez les Sautrantika déjà. Donc, si on faisait ce type d'analyse en se satisfaisant du fait que la table n'est pas une avec ses parties, puisqu'en effet, il y a plusieurs parties et il y a une seule table, on ne serait pas encore dans le Prasangika, on serait encore on serait chez les Sautrantika. Hmm. On serait pas arrivé chez les Prasangika. Les Prasangika, qu'est-ce qu'ils font? Ils recherchent une table absolue, une table ultime, intrinsèque, inhérente.
Et donc, ils vont chercher cette table dans sa base d'imputation. Et ils ne la trouvent pas. Ils ne sont pas simplement en train de faire une distinction entre le tout et les parties, puisque ça, les Sotrantika y arrivent déjà facilement. Ouais, vous voyez ce que je suis en train de Oui, c'est-à-dire que déblatérer? tout n'a pas d'existence inhérente, c'est ça. Quoi, pardon? C'est-à-dire que pour eux, le tout n'a pas d'existence inhérente. Pour les Prasangika, ouais. Hein, voilà. Je ne comprends pas Et- comment on peut être une même entité sans base commune. Ah, oh là là, on va pouvoir débattre. Une même entité, c'est ce qui apparaît non séparé à la perception directe. D'accord? Oui. Voilà. Alors, comment elle peut être Bah, sans base commune? Alors, je ne comprends pas les parties. la Donc, base- c'est-à-dire qu'une table peut être une table, il y a un qui est une perceptif même entité, ça veut dire quoi? Une même entité par rapport à quoi? Même. On par dit rapport une au entité, mais pourquoi on dit une même entité? par rapport au perceptif. Mhm. Alors Le que même? c'est par rapport à la perception. Alors que l'autre, c'est par rapport à la conception. Voilà, tu veux dire le fait que ce soit contradictoire, sans base commune, c'est par rapport à la conception et la même entité, c'est par rapport à la perception directe, c'est ça? Bah, c'est ça que je veux dire. Oui, bravo. C'est ça en fait? Bah, ça, il faut demander. Excellent. C'est ça que je veux dire, mais Oui, vous ne m'entendez pas? si, on t'entend. Enfin, moi, je t'entends. Du coup, même entité, c'est une perception Je disais directe, avec... c'est ça? Même entité, c'est oui, perceptif. Ça C'est ne quoi? même entité, ça ne concerne que la perception. Direct. Enfin, Voilà. oui. 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 Perception. Alors que l'autre, ça concerne la conception. Hmm, Enfin, je crois, hein. oui, d'accord. c'est tout à fait ça, bravo. Bah, Vous m'entendez? oui. Oui, Ok, super. Donc, je disais en exagérant à peine, oui, bravo. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. C'est très important. Ouais, de voir que si on, par exemple, la table et sa couleur, la table et sa couleur sont une même entité. Pourquoi? Parce que si on veut pointer du doigt vers la couleur de la table, on pointe du doigt vers la table. Et si on veut pointer du doigt vers la table, on pointe du doigt nécessairement vers la couleur de la table. Ouais, donc ça veut dire que du point de vue de l'objet, c'est une même entité. Ouais, c'est-à-dire que notre perception ne peut pas distinguer les deux. Ouais. Et pourtant, notre conception arrive très bien à distinguer la table et sa couleur, le caractériser et sa caractéristique. Ouais. Et donc, en effet, et une table ne sera jamais une couleur, et une couleur ne sera jamais une table. Elles sont contradictoires, mais elles restent une même entité parce que pour la perception, elles ne peuvent pas être distinguées. C'est ça que ça veut dire, ouais. Waouh, ça c'est magnifique! Ça, c'est très important de le comprendre parce que si on fait ces raisonnements prasangika par rapport à est-ce que le corps est un ou différent par rapport à ses parties, eh ben, c'est le même principe. C'est le même principe. Ça veut dire qu'ils prennent le point de vue Sautrantika. Les Sautrantika disent que, en effet, ils vont dire que la table et sa couleur sont une même entité. Vous êtes d'accord? Sont une même entité parce que la perception n'arrive pas à les distinguer. Ouais. Et donc, les Prasangika vont arriver et leur dire, vous acceptez l'existence inhérente, vous, Sautrantika, ouais. Et donc, si vous dites que si la table et sa couleur sont une même entité et existent de manière inhérente, elles seraient plus qu'une même entité, elles seraient une. Mhm. Rien ne pourrait les distinguer, pas même la conception. Mhm. Et donc, ça n'existe pas comme étant une. Elles sont nécessairement différentes. Non seulement différentes, mais en plus contradictoires. Donc les Sautrantika vont dire, OK, si vous dites que c'est contradictoire, ça veut dire que c'est différent. Et donc, c'est différent, mais les Sautrantika, ils acceptent une différence absolue ou inhérente. Et donc, une différence absolue ou inhérente, c'est comme si la table et sa couleur étaient séparées. Ça serait perceptif à ce moment-là. Exactement. Et donc, les Prasangika disent, bah non, regardez, la table et sa couleur ne sont pas trouvées l'une en deçà de l'autre. Et donc, elles ne sont pas différentes en soi. Elles ne sont pas différentes de manière inhérente. Donc c'est pourquoi les Prasangika, eux, ils recherchent une table inhérente, un tout inhérent, et une relation d'entité inhérente, etc. Et ça, ils ne peuvent pas le trouver. Mhm. Ouais. Donc c'est pourquoi, quand les Sautrantika disent le tout est contradictoire avec ses parties, tout en étant une même entité, ça on est d'accord, la table et ses parties sont une même entité, mais ils sont quand même différents.
Ouais, ils sont différents, voire même contradictoires. Et donc, ils n'ont pas réalisé la vacuité pour autant. Les Prasangika, eux, cherchent une table inhérente. Mhm. Ouais, ils ne cherchent pas une simple table, puisque il n'y a pas besoin d'être Prasangika pour se rendre compte que la table est contradictoire avec ses parties. Ouais, que la table ne peut pas être une avec ses parties. Ouais. Par contre, ce Mm. que font les Prasangika, eux, ils cherchent une table absolue, une table inhérente. Et cette table inhérente n'est ni une avec ses parties, ni différente ou séparée de ses parties. Mhm. Et ce qui n'est ni un ni différent n'existe pas. Ah, Ouais, ouais, donc, vu qu'il ne trouve pas de table intrinsèquement une avec ses parties, ni intrinsèquement séparée de ses parties, il n'y a pas de table intrinsèque, il n'y a pas de table inhérente, absolue, indépendante. Ouais, ouais. c'est ça le raisonnement prasangika. Ouais, oui, Stache. Mais ce que je comprends pas, c'est que très bien, donc quand ils discutent entre eux, les Sotrantika et les Prasangika, il doit bien avoir une réponse que fournit les Sotrantika par rapport à ce que disent les Prasangika. Du coup, comment eux ils justifient que euh, pour eux, du coup, en fait, quand eux ils disent que il peut y avoir une même entité, alors la table et la couleur, donc c'est une même entité, donc par cas, il y a une perception. Donc pour eux, en fait, ça ne veut pas dire le fait qu'on ne puisse pas les séparer. Euh, que est-ce qu'ils considèrent qu'il y a une existence inhérente ou pas finalement les Sotrantika? Ça veut dire que pour eux, il n'y a pas d'existence inhérente. Pour les Ah bon? Sotrantika, si. Pour les Sotrantika, il y a une existence inhérente. Oui, Oui, il y a une existence inhérente. Oui, pardon, c'est ça. Eux, ils considèrent donc qu'il y a une existence inhérente. C'est pour ça qu'ils n'arrivent pas à dissocier les deux. C'est ça? oui. Exactement, ça veut dire qu'ils s'empêtrent en fait dans des contradictions en fait les Sautrantika. Donc D'accord. ils vont dire Ok. ok, ils vont dire que en effet on ne peut pas avoir la table dans le temple et la couleur de la table dans le jardin. Ouais, ça c'est pas possible. Donc ils vont dire ok, la table et sa couleur coexistent dans une même nature, une même entité. Ok. Mais le problème c'est que s'ils acceptent une existence inhérente, ça va être plus qu'une même nature, une même entité, ça va être un. Ça va être indivisiblement un. Ouais. Parce que leur existence inhérente les force à aller dans ce sens-là. Donc bien sûr que eux ne disent pas ça. Les Sootrantika ne disent pas que la table est une avec sa couleur, surtout pas. Ils disent qu'elle est contradictoire avec sa couleur, donc elle est différente. Mais ce sont les arguments que les Prasangika leur adressent. Ils leur disent, si vous considérez qu'une table et sa couleur sont une même entité, et que si vous acceptez l'existence inhérente, eh ben, ils ont une relation d'entité inhérente. Et donc, rien ne peut les distinguer, pas même la conception. Ouais. Et donc, c'est Et pourquoi en les fait, ça veut Prasangika dire. arrivent en disant, Ouais. oui, Bon, en fait, je suis désolé, j'appuie dessus parce que pour moi, en fait, j'ai l'impression que je comprends, mais c'est tellement subtil. Enfin, en tout cas, tellement subtil que je pense que ça va partir tout de suite. Donc, je suis désolé, quitte à me répéter. Donc, les Sotantika, en fait, ils disent pour eux que pour eux, il peut y avoir la table d'un côté et la couleur de l'autre, mais en fait, pour eux, c'est contradictoire, c'est ça? C'est alors contradictoire, ils même si c'est une même disent pas que entité, la table et sa couleur pourraient être l'une à côté de l'autre. Ils disent qu'elles sont en effet contradictoires, mais dans le même objet, dans la même entité. même Ouais. entité. Mais du coup, c'est pas logique parce que si c'était comme ça, on ne pourrait pas avoir une perception de la table et de la couleur à côté. Donc, du coup, il y a quelque chose qui fonctionne pas, c'est ça? En fait, en Pour les fait, non, c'est prasanghikas, pas, c'est presque ça. presque. Tu veux dire pour les Sootrantika ou pour les Prasangika? Non, C'est-à-dire, en fait, pour les prasanghikas, il y a quelque chose qui cloche parce que s'ils disent Oui. que la table et sa couleur, c'est une même entité, mais ils sont contradictoires, à ce moment-là, ils Mm. leur disent, allez alors à ce moment-là jusqu'au bout de votre idée et mettez la table d'un côté et la couleur de l'autre. Mais vous ne pouvez pas. Donc, du coup, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans votre raisonnement. C'est Voilà, ça, à ça peu c'est par près? rapport à contradictoire. Ça c'est par Oui. rapport à contradictoire. On dit contradictoire, ça veut dire qu'il y a les deux phénomènes qui sont contradictoires sont nécessairement différents. Ouais. Oui, Ouais, mais ils sont ça peut nécessairement être une même différents. entité, on a dit. Ouais, ouais. tu dis Mais aussi, là, en fait, ce qu'il faut voir, c'est que on a d'un côté même entité et de l'autre côté, on a contradictoire. Ouais.
Donc, ce qu'il faut essayer de voir, c'est que pour la même entité, bah, c'est ce qu'on disait. On a dit, si nous, imaginons qu'on soit les fiers et nobles disciples d'Arya Nagarjuna et qu'on s'adresse à un Sautrantika et qu'on lui dit, si tu dis que la table et sa couleur sont une même entité et qu'en plus tu acceptes l'existence inhérente, plus qu'une même entité, elles sont une. Donc, elles ne peuvent même pas être distinguées, même par la conception. Et ensuite, si vous dites que la table, donc on s'adresse toujours aux Sautrantika, si on leur dit, vous dites que la table et sa couleur sont contradictoires, ok, nous on l'accepte, elles sont contradictoires, nous, Prasangika, les fiers et nobles disciples d'Arya Nagarjuna, on accepte que la table sont une même entité, la table et sa couleur sont une même entité, elles sont contradictoires. Parce que nous, on n'accepte pas l'existence inhérente. Mais les Sautrantika disent, elles sont contradictoires, elles ont une existence inhérente. Et donc, plus que contradictoires, elles sont séparées. Elles ne peuvent pas exister dans une même nature. Si elles sont contradictoires de manière inhérente, elles devraient être contradictoires même pour la perception. Pas uniquement pour la conception, mais en plus pour la perception. Comme une table à gauche et une table à droite. Ouais, ça joue? Oui. Donc, c'est-à-dire que sur les deux plans, les Sautrantika perdent. S'ils disent il y a une même entité, toujours avec l'existence inhérente, bah, c'est comme si c'était un. C'est-à-dire que même la conception ne pourrait même pas les séparer. Et si en plus on dit c'est contradictoire et toujours avec une existence inhérente, eh ben, ce serait séparé dans le sens où même la perception devrait les distinguer. En fait, ça va à l'encontre d'une même entité et contradictoire. Donc contradictoire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est la conception qui décide. Ouais, ok, c'est la conception qui le décide. Et quand on a dit une même entité, c'est du point de vue de la perception. Ouais, la perception n'est pas capable de distinguer. Ouais. Par contre, la conception est capable de distinguer. Ouais. Quand on dit la table et sa couleur, vous êtes d'accord? Mhm. La conception est capable de distinguer la table de sa couleur. Mais la perception, elle n'est pas capable de le faire. Ouais. Maintenant, si on ajoute là-dedans, on met un petit ingrédient qui fait du piment, l'existence inhérente, Le problème, il est à ce là. moment-là, exactement, le problème, il est là. Ça veut dire que la table et sa couleur, si elles sont une même entité, avec une existence inhérente, ça veut dire que la conception ne serait même plus capable de les distinguer. Alors qu'en réalité, elle est capable de le faire. Mais là, elle ne pourrait pas être capable de le faire. Elle serait une de manière indivisible. Ouais. Et si elles sont contradictoires, et qu'elles seraient contradictoires de manière inhérente, à ce moment-là, normalement, notre perception n'est pas capable de les séparer, de les diviser, mais là, elle devrait l'être, puisqu'elles seraient contradictoires en soi, comme s'il y avait une table d'un côté et une table de l'autre. Le bleu Ouais. de Ça veut l'autre. dire que pour les Prasangika, et en fait, n'importe quelle école, en réalité, leur postulat de départ, c'est de dire que la table et sa couleur sont une même entité et contradictoires. Ouais, ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Sont Mhm. une même entité et contradictoires. C'est-à-dire que du point de vue de la perception, ne sont pas séparées, et du point de vue de la conception, elles sont. Ouais, elles sont séparées du point de vue de la conception, mais ne sont pas séparées du point de vue de la perception. Et ça peut marcher. S'il y avait une existence inhérente, Voilà, c'est à ça. ce moment-là, elle ne pourrait pas être séparée par la conception Mhm. et elle serait séparée par la perception. Ce serait carrément l'inverse. C'est-à-dire que les Prasangika et les Sautrantika, ils sont tous les deux d'accord sur même entité contradictoire quand ils parlent. Oui. Et si l'existence, comme disait Sautrantika, est une existence inhérente, cette chose-là n'est pas possible. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. Oui, tout à fait. Il n'est pas possible parce que les conséquences que vont leur adresser les Prasangika, c'est de dire, on est tous d'accord pour notre postulat de départ, c'est de dire que la table et sa couleur, qu'est-ce qui fait la différence? Perception ou conception? La conception, puisqu'on les perçoit La toutes. conception, exactement. Très bien. Et qu'est-ce qui ne fait pas la différence? La perception. Donc la perception ne fait pas la différence, la conception fait la différence. Ouais, très bien. Et ça, tout le monde est d'accord là-dessus. Maintenant, si on rajoute là-dedans l'inhérence, eh ben, ce serait le contraire. C'est-à-dire que la perception devrait pouvoir les distinguer et la conception ne pourrait pas les distinguer. Hmm. Ce serait tout le contraire. Non? Ça, j'ai du mal avec la conception, mais bon, avec la perception, enfin, dans le fait que ce soit inhérent, je peux comprendre que la perception ne puisse pas faire la différence, mais je ne vois pas pourquoi la conception les diviserait en deux. Je n'arrive pas à comprendre ça, mais bon, En après, fait, ça perd son chemin la- peut-être. ouais.
La table et sa couleur, la conception fait la distinction, hein, facilement. On a la table, sa couleur, Non, c'est mais si facile tu pour la parles de quelque conception, chose ouais. d'inhérent, si on Oui, si considère que c'était c'est inhérent, ouais. Mm. Si c'était une même entité de manière inhérente, c'est comme oui, si c'était un. Et donc, si d'accord. c'est un, la conception ne fait pas la distinction. Est-ce que, est-ce que table est différente de table? Et non. Non, mais en fait, si on disait que la perception était, en fait, si on prend la table et sa couleur de façon inhérente en disant que ça fait un, ce qui n'est pas le cas, on a dit pour les Oui. pratiques, c'est pas possible. Mais donc là, tu C'est as dit possible que pour la personne. perception pourrait diviser, on pourrait dire, voilà, il y a la table d'un côté et sa couleur de l'autre. Mais sauf que Oui, si elles étaient conceptuellement, contradictoires en soi, si elles étaient contradictoires en soi, si elles étaient différentes en soi. ah, donc il manque cet élément-là, en fait. Et Oui, si elles étaient différentes de manière inhérente. en fait, c'est l'élément de l'inhérence qui fait la différence et Mhm. qui fait que les Sotrantika, ils résonnent comme des tambours au regard des Prasangika. C'est ça. C'est- On pourrait, c'est un résumé un petit peu cavalier, mais ok. Donc j'aurai des diapos pour la fois prochaine parce que ça mérite d'être creusé. C'est très important parce qu'il faut comprendre pourquoi les prasangika en particulier, bien sûr, emploient ce raisonnement de ni un ni multiple, ni un ni différent. Parce qu'on est tous d'accord pour dire que, par exemple, une personne et son corps sont différents. Vous êtes d'accord? Oui, Très bien. Et donc, s'ils sont différents, ils ne sont nécessairement pas un. oui, oui. Parce Et que ça, c'est c'est soit un, soit différent, non? Parmi les existants, c'est soit un, soit différent. ouais, Ouais. Par exemple, coton est un. Vous êtes d'accord? avec coton. Ouais. Bah, le coton est un. Il est tout simplement un. Il n'y a pas deux cotons, il n'y en a qu'un. Ouais. Il est un. Maintenant, coton et pralène sont différents. Voilà. Et donc, si ça existe, c'est soit un, soit différent. Et donc, les prasangika vont prendre bien sûr ce prérequis et dire si ce n'est ni un ni différent, ça n'existe pas, vous êtes d'accord? Oui, Ok, très bien. Si ce n'est ni un ni différent, ça n'existe tout simplement pas. Parce que dans l'univers, tout ce qui existe doit être soit un, soit différent, nécessairement. Ok, et donc si les Prasangika arrivent à prouver que la personne inhérente n'est ni une ni différente de ces agrégats, eh ben, il n'y a pas de personne inhérente, tout simplement. Ouais, ça joue? Ah, ok. Donc la prochaine fois, on aura quand même des diapos parce que ça, c'est très, très important. Très important. Parce que Ariana Nagarjuna le fait souvent, dans le chapitre 18 du Madhyamaka Shastra, dans le chapitre 22, etc. Donc il emploie bien sûr les raisonnements quintuples, mais aussi un et différent avec le feu et le combustible, etc. Et donc ça, c'est l'un des raisonnements qui sont employés par Shantideva aussi, quand il dit le corps et ses parties. Ouais. Donc il va examiner le corps, existe-t-il dans ses parties de manière entière ou par partie. Ouais. Si on dit que le corps était un absolu et existait dans ses parties, eh ben, il faudrait que le corps, il y aurait autant de corps que de parties. Ouais, donc on n'a pas autant de corps que de parties, on n'a qu'un seul corps, on n'a pas 36 000. Et donc, ça veut dire que le corps n'existe pas de manière, comment dire, unitaire dans chacune de ses parties. Et il n'existe pas non plus de manière partielle dans chacune de ses parties. Il n'y a pas une partie du corps dans une partie du corps, c'est juste une partie du corps, etc., etc. Ouais. Donc ça veut dire que le corps n'est pas un avec ses parties. Il n'est pas un avec ses parties, puisque, il n'y a pas de corps absolu, et ce corps absolu n'est pas du tout un avec chacune de ses parties. Ouais, sinon, on aurait autant de corps que de parties, etc. Et donc, on va se dire, ok, donc s'il n'est pas un avec ses parties, il est différent de ses parties. Et si c'était un corps absolu, ce serait un corps absolument différent de ses parties. On aurait le corps dans la pièce, dans la cuisine, et les parties du corps dans le salon. Ouais, et ça, mm, c'est pas possible non plus. Ouais, donc c'est là où il y aurait la différence absolue. La différence absolue, c'est-à-dire que non seulement la conception serait capable de faire cette différence, mais en plus la perception. mm. Ouais, ça vous parle? Ok, donc il faut que ça fasse son chemin, hein, c'est normal. C'est normal. Ok, donc on essaiera de creuser le sujet la fois prochaine parce que c'est le cœur même de
des 4 établissements de l'attention par rapport au corps, aux sensations, à l'esprit et aux phénomènes. Bien sûr qu'il y a d'autres raisonnements qui sont employés chez les Prasangika. Et d'ailleurs, Shantideva va employer d'autres raisonnements. Il va employer les éclats de diamant, etc. Donc ça, c'est intéressant aussi. C'est vachement intéressant. Et c'est peut-être même plus facile à comprendre d'une certaine manière. Mais c'est vrai que c'est pourquoi je me souviens quand on avait commencé nos réunions du dimanche soir, j'avais tout de suite presque commencé par ça, par un et différent, par permanent et impermanent, etc. Justement pour vous préparer au praliné du Prasangika. Mais ça mérite d'y revenir encore et encore, ouais. Donc on essaiera d'y revenir la fois prochaine. Est-ce que vous avez d'autres interrogations par rapport à ça ou des doutes, je sais pas. Non, je trouve que le plus difficile, c'est dans le raisonnement septuple, l'histoire de la configuration des parties. C'est-à-dire Oui. que la configuration des parties n'est pas non plus la chose. Alors, bon, je crois que j'arrive à le percevoir maintenant, mais je trouve que c'est le plus difficile. Que le corps ne soit pas les parties, les parties ne soient pas le corps, que le corps ne soit pas dans les parties, etc., machin, ça va, mais que le corps ne soit pas ce qui est nommé comme étant la configuration des parties, ça c'est vachement difficile. Et il est quand même nommé en fonction de la configuration des parties. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'a pas, lui, d'existence inhérente, c'est ça. L'histoire de la configuration, c'est le plus difficile, je trouve. Oui, c'est le plus difficile parce que habituellement, en tant que personne, en tant qu'être ordinaire, on commence tous avec ça. On commence tous avec ça à saisir la configuration spéciale comme étant l'objet lui-même. Ouais. C'est l'histoire du char. Donc c'est pour ça que vachement... ouais, l'histoire du char. J'ai des diapos aussi, mais j'ai remplacé le char par un vélo. Par exemple, est-ce que j'aurai le temps? Parce qu'il est 59 chez moi. J'aurai pas le temps. Ok, je vais aller trop vite, je vais bafouiller, je vais raconter n'importe quoi. Donc, autant le faire la fois prochaine. Merci beaucoup. Merci, c'était un vrai plaisir. Bonne semaine. Prenez bien soin de vous. Merci. Au revoir. Bonne semaine. Merci. Ciao. Bonne semaine. Ciao, merci à tous.